parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette représentation des grandes gueules, l'équipe au grand complet pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité, ce à quoi elle tient, ce de quoi elle relève. Vous pouvez justement réagir à cette émission sur nos canaux habituels, au hashtag espace GG pour ceux qui sont pratiquants de Twitter ou simplement au 657 39 13 13. Vos messages vont être pris en compte dans le cadre de cette émission. Il a écrit la plupart des discours d'Abdoulaye Wade. Au Sénégal, dans les milieux de la presse, de la politique ou encore de la réflexion juridique, il est connu pour être l'inventeur du parrainage, ce passage obligé pour être bien entendu, pour faire admettre, sa candidature à la magistrature suprême. Docteur en sciences politiques, professeur d'art oratoire, Cheikh Diallo était hier encore au cœur d'une polémique en Guinée. L'objet, un avant-projet de charte de la transition. Celui-ci avait été diversement commenté dans la presse nationale et dans l'opinion avant de faire l'objet d'un démenti formel de la part du CNRD. Malgré tout, la question de la transition guinéenne, elle, reste une équation entière. Il va falloir en définir les contours et très vite d'ailleurs. Ainsi, nous nous posons des questions ce matin. Le CNRD était-il à l'origine de l'ébauche sur la charte de la transition ou était-ce un acte bénévole de la part du docteur Cheikh Diallo? Quelles sont les bonnes pratiques issues de l'expérience africaine en matière de transition? Enfin, comment éviter les pièges du passé? En parlant de transition, de cela, il va être question avec Dr Cheikh Oumar Diallo en direct et au téléphone de Dakar. Il est ex-conseiller d'Abdoulaye Wade, l'opposant et le président. Il est auteur de l'avant-projet de la charte qui a tant circulé sur les médias sociaux, mais aussi sur les médias traditionnels. Vous l'aurez remarqué, ce ne sera donc pas le général Sekouba Konaté que nous aurons ce matin à sa demande express. Il prendra la parole sur nos antennes ce jeudi à la même heure, donc dans les grandes gueules. Pour décrypter cette actualité, l'équipe de tous les matins, Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Tamba Zakari Minimono, bonjour à tous. Bienvenue ce matin. Merci Tamba. Moussa Hiro, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Zach. J'ai dit Zach. Tu as dit Jacques. Tu as dit Jacques, oui, tu as dit Jacques. Jacques, tu as dit Jacques. C'est pas Jacques Léois, c'est Zachary. C'est bien. Zach avec Z. Oui, c'est cela. Non, je pensais que c'était le syndrome foutanien. Tu sais, si c'est un Kissi, c'est Sakali. Sakali. Donc, tu as vu, Tamba Sakali. D'accord, je vais dire bonjour Sakali. Sakali, c'est bon. Ça fait un sac à l'ennemi. Non, c'est un sac à lit. Un sac à lit. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bienvenue ce matin. Merci. Daouda Mohamed Kamara, c'était un yo-yo, hein? On vient pas, mais bienvenue, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à voilà, tous. Et puis Jacques, c'est le roi du studio ce matin, bien habillé, bonjour Jacques. Merci, bonjour à tous. C'est pas la tunique, le cadeau du beau-père. Non, ça c'est le cadeau de madame cette fois-ci. On voit la différence. Bonjour Antoine. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Voilà, et on va poursuivre l'actualité, hein, et elle nous oblige à y aller. Moussa Moïse, le CNRD, je posais la question des nombreux communiqués. Est-ce que finalement nos frontières régionales vont pouvoir rouvrir une série de communiqués que nous avons suivis hier sur la radio, la télévision nationale? Oui, je pense que le comité a annoncé la réouverture des frontières de façon progressive, notamment celle de la Guinée avec le Sénégal. Vous vous rappelez certainement de toutes les péripéties traversées suite donc, à la fermeture officielle de ces frontières terrestres avec ces pays voisins de la sous-région, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone qui a fait des pieds et des mains pour que ce blocage soit levé. Et le Sénégal, avec qui ça n'a pas beaucoup marché en dépit
de tous les émissaires qui se sont impliqués pour amener le président Alpha Condé à revenir sur cette décision qui a été prise, faut-il le souligner, de façon unilatérale, et qui a eu des conséquences assez fâcheuses sur de nombreux opérateurs économiques, surtout côté guinéen. Et puis, c'était une pratique aussi, cette fermeture, qui a laissé foisonner une sorte de trafic de marchandises, une sorte de route parallèle qui s'est créée avec, à la clé, des autorités locales qui ont pu tirer leur épingle du jeu en demandant de l'argent donc à chaque barrage qu'ils avaient mis là. Donc c'était vraiment une mesure qui n'était pas appropriée, qui n'a pas été faite en tenant compte de certains critères si la volonté exprimée par le président Alpha Condé était une volonté donc basée sur l'intégrité du territoire. Il y a des préalables qui n'a pas du tout saisi, et c'est ce qui a donc fâché notamment Ambalo et le président sénégalais. Donc je pense que c'est important que le CNRD, dans la logique de donner à l'opinion publique nationale et internationale des gages de sérénité, de sécurité, d'assurance, c'est important que ces frontières-là, qui ont été donc unilatéralement fermées, soient rouvertes. Mais je pense que derrière, il y a des mesures qui seront prises, puisqu'il s'agit encore d'un événement qui s'est passé, le renversement du pouvoir s'est passé il y a moins de 2 semaines. Donc il y aura des mesures qui seront prises pour permettre quand même que ces frontières, même rouvertes, ne soient pas abandonnées à elles-mêmes. Justement, donc, ils ont demandé une évaluation de l'état sécuritaire des frontières. Exactement. Donc je trouve que c'est une mesure salutaire. Et il appartient donc aux nouvelles autorités et aux pays de la sous-région de voir dans quelle mesure il peut y avoir une collaboration franche entre les différents services de sécurité, parce que qui parle de sécurité, de crimes, de banditisme transfrontalier, parle quand même de coopération entre les pays de la sous-région, et c'est en cela qu'ils peuvent arriver à bout de tous les risques que nous courons sur nos frontières qui sont très très poreuses. Au-delà de la mesure, Moussa Hiro, ça va être un bol d'air, un ouf de soulagement pour la plupart des praticiens de ces axes régionaux, oui. Notamment avec le Sénégal. Avec le Sénégal, Tamba, vous le savez, il y a beaucoup de nos compatriotes qui y vont pour écouler leurs marchandises. Vous m'entendez? Dans le micro, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes, il y a eu tellement de dénonciations autour de ça, tellement de problèmes, tellement de difficultés. On a fait des reportages, notamment avec des camions qui sont restés pendant des mois et des produits qui se sont désintégrés, des marchandises que des compatriotes ont perdues. Et on se disait finalement que c'est plutôt les Guinéens qui en souffraient davantage, parce que c'est nous qui écoulons nos produits de l'autre côté. Et généralement, on a vu ce qui s'est passé du côté de Timbi Madina avec cette histoire de choux, où on a perdu beaucoup d'argent, près de 5 milliards, je crois, dont les cultivateurs parlaient d'une valeur de 5 milliards qu'ils ont perdu dans cette affaire de fermeture de frontières. Je me dis que c'est un ouf de soulagement pour toutes ces personnes qui n'ont pas aussi la possibilité de s'acheter un billet d'avion pour se rendre du côté de Dakar, qui préfèrent passer par la voie routière. C'est un ouf de soulagement pour toutes ces personnes, mais en plus, c'est un plus pour l'économie guinéenne, parce que aller écouler ces marchandises de l'autre côté, et ça permet à beaucoup de Guinéens de vivre. Justement, c'est la question que j'allais poser. La difficulté d'acheminer les produits, notamment ceux du Fouta, c'était plus simple. Le Sénégal, je pense qu'il va falloir... c'est là aussi une nouvelle qui pourra certainement soulager notre économie déjà sous perfusion. Soulager l'économie, soulager toutes ces femmes qui partent, par exemple... acheter leurs marchandises là-bas, mais aussi ces agriculteurs dont on parlait, qui écoulent leurs marchandises de ce côté. En fait, l'État ne peut pas tout faire, mais à un moment donné, il y a des gens qui prennent des initiatives, par exemple, de cultiver et d'évacuer, de vendre, parce que vous l'avez dit, la difficulté d'évacuer. Il y en a qui viennent à Conakry, ceux qui sont plus proches, par exemple, ceux qui sont à Kindia, qui sont dans l'agriculture, dans cette culture maraîchère, par exemple, peuvent venir écouler leurs produits à Conakry parce que c'est proche. Mais les autres qui sont de l'autre côté, qui sont par exemple à Mali, Mbérin, c'est plus proche du Sénégal, où c'est plus facile pour eux d'aller écouler, et je pense que la rentabilité est plus forte pour eux. C'est donc un ouf de soulagement que ces frontières puissent être rouvertes, mais en même temps, Moïse en a touché un mot, il faut une visibilité. Parce que vous le savez, quelquefois, ces frontières sont souvent poreuses avec la situation sécuritaire que nous vivons du côté du Sahel, avec le Mali.
Et je pense que c'est des militaires qui sont au pouvoir. Ils vont évaluer tout cela et mettre beaucoup plus de vigilance au niveau de nos frontières. On va avec vous, mon cher Daouda. On va avec vous sur cette actualité-là. Est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait finalement des décisions, des communications qu'on a eues sous Alpha Condé? Il y aurait des menaces sur la sécurité du territoire guinéen. À peine une semaine que le CNRD décide tout simplement de rouvrir ses frontières. Oui, ça amène à comprendre plutôt que ces menaces ne pesaient que sur la tête d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a estimé à un moment donné qu'il y a des menaces. Est-ce qu'elles étaient réelles finalement? Écoutez, je vais continuer. C'est l'analyse que j'en fais. Voilà, c'était réel, vous dites. Aujourd'hui, le CNRD pense qu'il faut aller vers la rouverture. C'est vrai qu'il faut aller vers la rouverture, mais comme l'ont dit les autres tout à l'heure, il faut analyser toutes les facettes. Est-ce que ce qui a été brandi comme menace à un moment donné, c'est vraiment une réalité? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Alpha Condé a estimé qu'il y a des menaces. Et aujourd'hui, en tout cas jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore les éléments tangibles qui nous disent qu'effectivement, il y avait menace. D'accord. Parce qu'il a dit que la base arrière de tous ceux qui, à un moment donné, veulent s'attaquer à la Guinée, par exemple, c'est le Sénégal. Déstabiliser la Guinée, c'est le Sénégal. Comme pour dire que lui-même, à un moment donné, il y a trouvé comme sa base arrière. Parce qu'il a quand même été très chéri par les Sénégalais, à un moment donné, quand il était dans l'opposition. Et tous ces déplacements, ou en tout cas tous ces séjours africains, la plupart, c'était au Sénégal. Et on a vu comment il a été approché par les différents présidents sénégalais, jusqu'à avant d'ailleurs, je vais dire avant Macky Sall. Donc aujourd'hui, si le CNRD, ce sont des militaires, il a dit, ils ne sont pas quand même ignorants de ce qui se passe autour de nos frontières. Ils savent bien, est-ce que quand un président parle de menaces venant d'un pays, c'est les militaires qui sont alertés à ce point. Ce ne sont pas nous les citoyens civils qui pouvons le savoir. Donc si le CNRD aujourd'hui estime qu'il faut aller vers la rouverture, c'est bien dire qu'ils ont tous les éléments d'information qui permettent de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de menace qui plane quelque part, en tout cas venant du Sénégal ou de la Guinée-Bissau. Peut-être que vous avez sursauté tout à l'heure pour dire que non, il y en avait. Vous allez me prouver qu'il y avait effectivement de la menace du côté du Sénégal et qui venait vers la Guinée. Non, j'ai pas dit ça. Alors, de l'autre côté, j'ai repris ce qu'ils ont dit. On a entendu plusieurs dignitaires de l'État qui ont dit justement que ces décisions étaient motivées par le fait que la Guinée était menacée au plan sécuritaire. C'est ce que je dis. On a dit. Mais réellement derrière, quel élément tangible on a eu pour dire qu'il y avait effectivement menace de ce côté? Secret défense. Secret défense. si on devait avoir peur, par exemple, si c'est sur le plan sécuritaire, on doit avoir peur d'un voisinage où il faut renforcer davantage la sécurité le long des frontières. Ça doit peut-être être du côté du Mali, où le terrorisme aujourd'hui est en train de gagner du terrain davantage. Du côté de la Côte d'Ivoire, on sait un peu. Il y a des premiers éléments de terrorisme qui interviennent sur le sol ivoirien, mais ces frontières sont vraiment libres. Quand vous allez à Kouré-Malé, c'est comme Conakry-Koya. La Guinée, le Mali, c'est comme Conakry-Koya, il n'y a pas de frontière pratiquement. Alors que de ce côté, il y a plutôt à craindre que du côté du Sénégal. Et le Sénégal, je ne sais pas si vous avez souvenance d'une dernière attaque terroriste de ce côté, je n'en sais pas. Oui. Insécurité, lorsqu'on doit en parler, c'est plutôt de ce côté du Mali ou de la Côte d'Ivoire, pas du Sénégal de toute façon. Bon, en tout cas, on verra justement ce qu'il en est après évaluation de la situation par les autorités compétentes. Jacques, ça ne va pas se faire en un seul coup, c'est échelonné. C'est quoi le message derrière? On aurait pu donner une date butoir pour la même date pour toutes les frontières. Moi, je pense que c'est une évaluation qui va être faite. Déjà, le principe de la réouverture est accepté, donc les frontières vont réouvrir.
Mais il va falloir quand même prendre un certain nombre de dispositions pour voir comment ça peut être organisé tout ceci. Maintenant, sur la question sécuritaire qui avait été brandie, oui, si peut-être qu'il y avait des menaces. Et je crois qu'il y avait effectivement menaces, mais c'était lié spécialement au processus électoral contestable et contesté qui était en cours dans notre pays. Vous vous rappelez, du côté du Sénégal, qu'est-ce qu'on avait saisi comme élément de menace? C'était des équipements de campagne de l'UFDG à l'époque, vous vous rappelez. Donc, principalement, c'est ça. Et le président, il avait ciblé 3 pays pour des raisons précise. Le Sénégal, parce qu'il ne s'entendait pas avec Macky Sall, que Cellou Dalein Diallo, il est bien connu là-bas, il prépare sa campagne électorale de ce côté. Du côté de la Guinée-Bissau, on sait très bien qu'Embalo n'a jamais caché son opposition au 3e mandat. Et puis, du côté de la Sierra Leone, c'est à cause du vice-président qui aurait des liens plutôt d'ordre linguistique avec le président de l'UFDG. Donc, non, mais c'est le même principe pour tous les 3 États. Oui, c'était assez calculé de la menace dont on parlait. Et après, n'oubliez pas, il y a la question économique, donc commerciale, qui avait été signalée à un moment donné. Le président, là où il était quand même très bon, c'est qu'il ne cachait pas ses envies. Donc, il parlait du commerce, il parlait de l'économie, il pensait pouvoir trouver une solution en bloquant, n'est-ce pas, les frontières terrestres qui étaient utilisées par la majorité quand même des commerçants, surtout les frontières terrestres sénégalaises. Beaucoup de commerçants guinéens passaient par le port de Dakar pour faire venir les marchandises à partir d'ici. Je ne sais pas, peut-être que toutes ces questions seront revues par les nouvelles autorités. Il s'est dit que notre port était devenu trop cher et conséquence, nos commerçants avaient fait le choix de passer par Dakar pour venir ici. D'autres même avaient choisi le port de Banjul carrément pour venir, n'est-ce pas, en Guinée. Et je crois à un moment donné, il y a certains qui avaient estimé que la dernière visite officielle de Adama Barrow en Guinée s'était inscrite dans cette logique pour voir comment les frontières sénégalaises pouvaient être rouvertes pour lui permettre de voir, n'est-ce pas, son port de Banjul fonctionner. Beaucoup de commerçants guinéens passent aussi par là. Donc, il y a beaucoup de raisons qui étaient qui expliquaient en tout cas la fermeture de ces frontières par les autorités guinéennes, donc par le régime du président Alpha Condé. Encore une fois, toutes ces questions doivent être très bien analysées. Je suis d'accord avec Daouda que menace sécuritaire, je ne crois pas trop. Maintenant, ces raisons d'ordre commercial doivent quand même être bien analysées pour que le pays, même si on reprenait les activités normalement, puisse bénéficier. Et Antoine, je veux quand même compter sur toi pour défendre mon avis. Moi, je pense qu'il y avait des menaces sécuritaires, c'est nous qui ne savions pas. Pas toi ? Permettez, Tamba, avant d'aller dans ce sens, de rappeler au moins les dates envisagées pour la réouverture des frontières par pays. On constate qu'avec la Sierra Leone, c'est avant le 15 septembre, l'évaluation sanitaire et sécuritaire. Donc à compter du 15, il se peut que la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone soit ouverte si on juge la situation stable. Avec le Libéria, c'est avant le 16 septembre. La Côte d'Ivoire, le 17. Le Mali, le 18 septembre. La Guinée-Bissau, c'est avant le 20 septembre. Et le Sénégal, surtout le Sénégal, qui a été mis en dernier rang le 24 septembre. Moi, quand je constate cette décision du CNRD, je me rends compte qu'Alpha Condé, finalement, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un homme peut être aussi insensible et aussi sans état d'âme par rapport parfois à des situations données. On a crié à corps et à cri dans ce studio par rapport à la situation que traversaient nos compatriotes. Je peux comprendre qu'on veuille, pour des raisons personnelles avec un chef d'État, qu'on veuille lui montrer qu'on a une certaine influence ou une certaine autorité par moment, mais à un moment donné, on se dit au moins qu'en le faisant ainsi, on fait souffrir sa propre population. Des commerçants, durant une année, pratiquement, ont perdu leurs biens. On a vu des camions par centaines, par 2 centaines, alignés le long de la frontière sénégalo-guinéenne. Et après Attendez que je finisse. tu nous diras et après ce que ça fait. Il y a eu ce constat qui a été fait, des gens qui ont été ruinés, des personnes qui ont perdu tous leurs biens. Parce qu'un chef d'État a jugé utile
de tout leur fermer parce qu'ils pensent qu'il y avait une menace. Attendez, un pays peut-être, Ahmed, mais une année durant, la Guinée est quand même souveraine sur ses frontières. Attendez. Ahmed, il représentait une institution. Oui, une institution. Il ne se représentait pas tout seul. Durant une année. On peut tout dire. Durant une année. Ne versons pas. Non, pas du tout. Tout ce qui a été fait. Ça peut se faire sur une période. Je peux comprendre. Une période courte. On peut estimer qu'à un moment donné... Qu'est-ce que tu en sais pour parler de période courte? On va l'écouter, Ahmed. On est tous dans ce pays, on connaît un peu comment Alpha Condé agit souvent. Vas-y. Il agit parfois sur la base de l'émotion et parfois sur la base des calculs politiques. Sur ce coup-là, c'était purement personnel. Parce que pour moi, il n'y avait aucune menace palpable, tangible, qui justifiait cette fermeture des frontières. On ne peut pas comprendre que c'est depuis le mois d'octobre 2020 qu'on a fermé les frontières. D'octobre 2020 à aujourd'hui, beaucoup de commerçants aujourd'hui ont mis la clé sous le paillasson. Beaucoup aujourd'hui ne se retrouvent plus parce qu'un président a décidé de les ruiner. Et la véritable question, ce n'est pas... Moi, j'ai dû fermer boutique. Justement. Et la question que beaucoup se sont posées, pourquoi cette correction à l'égard ou à l'endroit des commerçants? On se souvient tous. Et on va écouter. Allez-y. On se souvient. Il a fermé boutique. Allez-y. On le savait, journaliste. Je vais clore par ça. On se souvient encore qu'il vendait. On se souvient encore du cas de Chérif Abdallah, le président du Goa. Ouais. Où est-il aujourd'hui? Il est amer. Il est au Sénégal il en est exil. Vous l'avez certainement suivi sur Abdallah la 2STV. Chérif a eu des positions caustiques vis-à-vis du régime Alpha Condé. Et a ajouté à lui des commerçants qui n'ont pas caché leur position contre la gouvernance du pays, contre le régime Alpha Condé. Alpha Condé, pour moi, cette façon d'agir était pour lui une façon de corriger les commerçants qui, à un moment donné, ont été opposés à son régime. Parce que la plupart de ceux qui ont perdu des biens, ce sont des commerçants. C'est vrai que des citoyens, personnellement, ont aussi subi les conséquences de cela, mais beaucoup de ceux qui ont subi fortement, ce sont les commerçants, pour la plupart, qui opèrent entre Dakar, entre la Guinée-Bissau également, avec le Sénégal. Oui, mais Antoine, je veux quand même rappeler que à ce moment précis, je conçois qu'il ait voulu briguer un troisième mandat, mais à ce moment précis, il y avait quand même pas mal de menaces, certains à visage totalement découvert, qui appelaient à prendre des armes ou même à financer de la rébellion, d'autres à partir clairement du qu'il ne nie pas que les menaces pourraient être possibles à l'époque. Justement. Au regard des violences qu'il y avait en Guinée. Mais c'est sur une période, Tamba. Ça a eu lieu sur une période, et quand c'est passé, pour un chef d'État qui a le souci du bien-être de sa population et qui sait que les transactions entre pays bénéficient à la population, il aurait pu à un moment donné dire « je rouvre, mais j'accentue la sécurité au niveau des frontières ». Mais il n'a pas fait, malgré l'implication de la CEDEAO. Rappelez-vous récemment de la signature de cette convention entre la Guinée et le Sénégal au niveau de Dakar, mais ça n'a abouti à rien, parce que jusque là où nous parlons, ça n'a pas été rouvert. On a l'impression que on a un président qui était là, mais qui s'en foutait pas mal de ce que pouvait vivre sa population. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup d'autres cas pour lesquels on en veut à Alpha Condé pour le fait que parfois, mais il ne se soucie pas de ce que peut vivre la population. Il ne pense qu'à lui seul. Et conséquence, il ne pensait qu'à lui. Il est encore vivant, il ne pense qu'à lui seul. Voilà. Enfin, merci Antoine. Bon, dernier venu, dernier servi. Bonjour Ahmed. Non, on s'est déjà dit bonjour. Je ne suis pas le dernier venu. Je te dis bonjour. L'émission a commencé devant moi. Vas-y, sur cette actualité. Est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas matière à fermer les frontières? Écoutez, je dis que ce qui est arrivé au professeur Alpha Condé, c'est sa propre responsabilité. C'est ce que je dis toujours. C'est pourquoi j'ai dit que je n'avais pas de remords par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a certaines décisions qui ont été prises pendant son magistère en Guinée. Il ne faut pas rejeter tout ça. La Guinée n'était pas forcément... Ne pas tout, Ahmed. On est sur une question spécifique. Je ne parle pas de vous. J'en viens. On parle de... est-ce que la menace existait? Après le troisième mandat, à mon avis, Alpha Condé cherchait à faire une offensive de charme auprès de tous les Guinéens. Parce qu'il sait que beaucoup n'ont pas apprécié. Donc, en ouvrant ses frontières, je pense qu'il pouvait se faire aimer aussi par une frange de la population qui souffrait de ce côté. Mais il ne l'a pas fait pendant combien de mois? Je pense que la menace existait. Ne jouons pas avec certaines... c'est aussi mon avis. Voilà, je pense que la menace existait. Et quand Daoud a dit, est-ce que la frontière malienne, ici à partir de Mali, n'est pas plus dangereuse que la frontière sénégalaise, je lui demande de prendre la carte de l'Afrique et de regarder la position des djihadistes par rapport à la frontière de Koulé-Malé
et à la frontière sénégalaise. Ce n'est pas pareil. Le Sénégal, c'est l'un des pays aujourd'hui où, si on peut dire la CEDEAO ou la communauté internationale, tire la sonnette d'alarme. Les spécialistes le disent, c'est un pays à risque. Absolument, entouré en termes de terrorisme. Entouré avec le Burkina, un peu de Mauritanie. Donc, oui. Dans des hôtels une fois. Effectivement. Donc c'est pour vous dire que donc ne voyez pas que aujourd'hui c'est parce que les terroristes se trouvent beaucoup plus du côté du Mali que le Sénégal n'est pas un pays à risque. C'est un pays à risque. On prend la frontière bissau-guinéenne. Mon frère, renseignez-vous. Aujourd'hui, quel est le pays qu'on appelle le pays parrain du narcotrafic? Bon, un ballot dit que c'est fini. Hein. Non, oui, non. Dit que c'est fini. Non. Si c'est cela, la Guinée aussi. Je peux continuer. Vous me laissez parler. Si c'était des éléments de narcotrafic qui étaient avancés, on ne serait pas en train de discuter de cela aujourd'hui. Le narcotrafic, ce sont des nébuleuses. Et ces nébuleuses-là, elles sont dangereuses. Elles sont capables de ceux auxquels vous ne pouvez même pas penser. Alors donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas forcément en train de justifier ce qui s'est passé, mais ce sont pour moi des éléments qui peuvent amener le pays à se barricader à un certain moment. D'autres pays l'ont fait, des pays plus développés l'ont fait, ont fermé des frontières avec des pays qui étaient proches. Mais alors, il y a une question que je pose à Ahmed. Oui. Alors, comment expliquer que seulement quelques semaines, une semaine, hein, après avoir pris le pouvoir, on décide de rouvrir en plein processus électoral. Justement, mais le pays est encore fermé plus en plein processus électoral. Il aurait pu le faire avant. Vous avez des militaires qui viennent d'arriver, qui ont besoin de se faire accepter. Moi, je ne parle pas des militaires. Je parle d'Alpha Condé. C'est aussi le principe de l'émission. Je parle d'Alpha Condé. Il a fermé seulement en plein processus électoral. Laissez-moi avancer. Vas-y. On vous a écouté. Laissez-moi. Voilà, vas-y. La question, elle est. Je dis tout simplement qu'on a un régime militaire qui vient d'arriver, qui a besoin de se faire aimer par la population. Donc, automatiquement, on peut penser à l'ouverture des frontières. Quand on parle de, par exemple, l'écoulement des produits. D'accord. C'est vrai. C'est vrai que Jacques l'a signalé. Quand il a parlé tout de suite que non, concernant les produits. Mais qui n'était pas en train de crier en Guinée ici que la vie est chère? Tout le monde était en train de crier. Une boule de chou, ça coûtait combien au marché de Matoto ici? Vous pensez que Kindia seul peut ravitailler Conakry? Kindia seul ne peut pas. Là où j'en appelle à la responsabilité des autorités, c'est quand même de faciliter ce trajet-là aux agriculteurs pour qu'on puisse acheminer ce qu'on va cultiver au niveau de l'intérieur du pays. Mais quand on achemine tout, c'est vrai, on a fermé les frontières, ça fait du mal à la Guinée, mais ça fait plus mal au Sénégal, qui s'approvisionne de plus ici. En tout cas, en produits agricoles. Moi, je te comprends pas, mais je te comprends pas. Tu ne peux pas me comprendre parce que tu ne vas pas au marché. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. C'est ce que tu penses. Je ne vais pas au marché. Tu vas sur le marché. Je ne te laisserai pas avancer. Je ne te laisserai pas avancer. Je te laisserai pas. Alors, je dis tout simplement. Je dis tout simplement qu'on a besoin aussi, c'est bien de rouvrir les frontières, mais il faut aussi revoir cette question. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un sol béni rapidement et qu'on soit ceux qui souffrent, qu'on n'arrive même pas à manger alors qu'on cultive ici. C'est bien d'exporter, mais c'est bien qu'on ait d'abord nous-mêmes ici avant d'exporter. Et quand on dit que le port de Conakry est cher, c'est de la responsabilité de tout le monde. Le gouvernement, certes, cherchait beaucoup d'argent à l'époque, parce qu'ils avaient tout vidé. Mais n'oubliez pas, il y a quand même une histoire au niveau du port de Conakry. Prenons par exemple l'assurance. L'assurance coûte cher pour les commerçants en Guinée que dans ces pays-là. Vous savez pourquoi? C'est les mêmes commerçants que vous avez vus qui amenaient le riz ou qui amenaient le sucre, arrivés au port de Conakry, ils vous disent non, ça a pris l'eau, c'est gâté. Donc l'assurance ne faisait que payer, l'assurance a augmenté. Interrogez-vous ou interrogez dans les pays où on paye réellement les assurances, où tout est sous contrôle, faites l'accident une seule fois. Votre assurance ne sera jamais pareille que celui qui n'a jamais fait d'accident. Donc, ce qui a mené aussi quelques prix exorbitants au niveau du port de Conakry, que nous autres, nous ne savons pas, mais que certains commerçants savent. Donc il y a des questions, il y a des responsabilités qu'on partage. Parfait. Donc, une action concertée, justement, Ahmed nous dit, quelque part, on a tous notre part de responsabilité, en tout cas de ces acteurs-là. On va avec vous, Daouda, en quelques 30 secondes, s'il vous plaît. J'ai dit je ne le comprends pas. Il dit que je ne vais pas le comprendre. Vas-y, il ne passe pas à Mais quand il dit qu'à un moment donné, Alpha Condé
Et malgré la richesse de charme qu'il voulait, il voulait tout de suite que les gens adhèrent à son idéologie de troisième mandat. Mais malgré ça, il n'a pas daigné ouvrir les frontières. Et il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les nouvelles autorités, les militaires sont là. Loin, si tu permets, vous partez loin. Le carburant monte, on fait des coupes dans le salaire. Dans le salaire, tout ça, ce ne sont pas des charmes quand même pour avoir cette population. Vous l'avez dit avec Alpha Condé, il ne l'a pas fait malgré tout. Les nouvelles autorités, vous l'avez dit vous-même, Ahmed Kamara, vous l'avez dit, ils veulent aussi charmer la population. Ils veulent aussi ceci ou cela, mais ils pensent à la rouverture. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Diadia, on va terminer avec vous sur ce sujet. Les militaires ne se permettraient pas de rouvrir les frontières tout en sachant qu'il y a des risques, il y a des menaces. Parce que je sais que les forces spéciales, c'est pas n'importe qui quand même. On suppose que c'est le top des tops en matière de forces armées dans le renseignement. Je suppose que s'ils décident de rouvrir les frontières, c'est que non seulement ils auraient pris des dispositions et que surtout, ces menaces dont on parlait ne se sont pas avérées. Il a écrit la plupart des discours d'Abdoulaye Wade au Sénégal dans les milieux de la presse, de la politique ou encore de la réflexion juridique. Il est connu pour être l'inventeur du parrainage, ce passage obligé pour faire admettre sa candidature à la magistrature suprême au Sénégal. Docteur en sciences politiques et professeur d'art oratoire, Cheikh Diallo était hier encore au cœur d'une polémique en Guinée. L'objet, un avant-projet de charte de la transition. Celui-ci avait été diversement commenté dans la presse locale et dans l'opinion, avant de faire l'objet d'un démenti formel de la part du CNRD. Mais malgré tout, nous le disions, la question de la transition guinéenne, elle, reste une équation entière. Il va falloir en définir les contours et très vite. Nous l'aurons justement dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que Dr Cheikh Oumar Diallo est ex-conseiller d'Abdoulaye Wade, l'opposant et le président. Il est d'ailleurs auteur de l'avant-projet de cette charte de la transition qui a fait les choux gras de la presse et de l'opinion. Continuez à réagir au 657 39 13 13 par message ou tout simplement au hashtag espace GG sur Twitter. Vos préoccupations seront prises en compte dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules, nous poursuivons. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Le général Sekouba Konaté que nous aurons en toute exclusivité ce jeudi donc dans seulement 2 jours. Moussa Moïse Silla, la Guinée n'est pas toujours rose aux yeux du concert des nations. Elle fait encore partie, elle figure au tableau des blanchisseurs de capitaux. Moussa Moïse, vous pouvez utiliser le micro de Moussa Hierro. Je vais utiliser. Attention, j'ai démonté le mien. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, puisqu'on parle d'un sujet important qui est assez sensible, je pense que le micro a lâché. Il ne veut pas être complice de quoi que ce soit. Alors, il faut noter que l'ancien régime, le régime qui est tombé dimanche dernier, était quand même au centre d'une problématique majeure qui dépasse le cadre sécuritaire national, qui touche un peu des organismes internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la corruption et la drogue, le crime et la drogue, qui touchent des organisations comme le groupe le GIABA, qui touchent des organisations qui luttent dans le monde contre le blanchiment des capitaux, ayant un lien avec, bien entendu, le financement du terrorisme. Je le dis pourquoi? Parce que de l'argent sale avait fini par plomber l'économie nationale. De l'argent sale, parce que quand on dit argent sale, beaucoup se poseront la question, mais l'argent n'est jamais sale. D'ailleurs, l'Ivoirien qui est à côté là vous dira que l'argent rend propre. Voilà, donc, mais l'argent sale, donc, voilà, l'eau lave, c'est l'argent qui rend propre. D'accord. Donc, vous avez de l'argent qui est blanchi, de l'argent sale qui est blanchi. Parce que le blanchiment des capitaux, c'est tout fonds qui a une origine douteuse qu'on cache au public, c'est-à-dire dont on ne peut pas justifier l'origine parce que l'origine est soit criminelle, parce que ça vient de la corruption, ça vient des pots de vin. Donc cet argent a besoin de se refaire une nouvelle peau. Donc on l'utilise dans un autre mécanisme, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'achat de véhicules de luxe. Donc on fait de telle sorte que cet argent qui a été volé, qui a été illégalement acquis,
puisse avoir une nouvelle nature aux yeux du public. Vous vous rappelez de l'épisode des cocaïnomènes du côté des États-Unis, à Miami, où ils ont financé la construction d'édifices dans cet État avec l'argent de la drogue, afin de recycler cet argent pour qu'ils puissent, bien entendu, plomber l'économie américaine. Eh bien, c'est la même chose pour un petit pays comme la Guinée, qui était donc au centre de ce blanchiment de capitaux. Vous prenez l'exemple du côté du Sénégal, parce que là-bas, le système de reddition des comptes n'est pas au top. Donc, du coup, beaucoup de Guinéens ont pris cet argent arraché au peuple. Donc, ils ont pris cet argent arraché au peuple et qui sont allés investir dans l'immobilier là-bas. Au Sénégal. Au Sénégal. À Dakar, à Diamniadio, où il y avait des opportunités d'investir dans l'immobilier. Les Guinéens sont pour la plupart dans le top 10 de ceux qui ont acheté plus des infrastructures. Et Moussa, il y a bien des leaders politiques guinéens bien installés au Sénégal. Donc, une enquête a été menée et la Guinée a figuré sur la liste rouge des pays donc, qui sont touchés par le blanchiment des capitaux. C'est pourquoi l'État avait voulu se réveiller à la dernière minute. Il y a une vaste campagne qui a été déclenchée durant 3 semaines au niveau de l'Office de répression des délits économiques et financiers, l'ORDEF en abrégé, sous l'égide des services spéciaux à la tête desquels se trouve le colonel Thiebro, avec bien entendu la direction des renseignements économiques, narcotiques et financiers, le DREF, ils ont travaillé donc avec une commission mixte qui était logée donc au niveau du ministère de la Justice. Parce qu'il y avait une liste qui a été établie des Guinéens qui sont au centre de ce blanchiment de capitaux, qui sont soit dans le trafic de cocaïne ou qui sont des barons, je dirais des bandits à col blanc, qui sont donc connus pour être des gens qui sont au centre donc des opérations de corruption. Donc une liste a été dressée, des biens immobiliers de ces personnes ont été identifiés, dressés. Donc il fallait passer, donc il fallait donner, comment on appelle, une sorte de couverture judiciaire à tout cela pour permettre à ces personnes de répondre devant la loi des crimes qu'ils ont commis. Parce que quand on parle de blanchiment de capitaux, de l'argent arraché au peuple, on parle là d'un crime qui est commis contre la génération actuelle, mais contre la génération future. C'est imprescriptible. Normalement, voilà. Vous prenez l'exemple de la bauxite du côté de Bokeh, de l'argent qui doit être notamment versé aux populations locales, aux autorités locales pour financer des projets en faveur, au bénéfice donc des populations impactées. Quand cet argent est détourné et transféré sur des comptes à l'étranger, eh bien, non seulement c'est Bokeh d'aujourd'hui qui ne sera pas développé, donc c'est l'enfant de Bokeh qui ne pourra pas aller à l'école, mais c'est aussi Bokeh de demain, parce que les biens qui ont été utilisés, le minerai qui a été utilisé n'est pas recyclable. Quand vous finissez d'utiliser la bauxite, eh bien, la terre ne la fait pas, ne la régénère pas. Donc, c'est un crime normalement imprescriptible et qui plombe notre pays. Donc, ce travail a été mêlé. Et il s'est avéré que, par exemple, au niveau de la drogue, des barons ont réussi, parce que c'est vraiment une nébuleuse, ils ont réussi à étendre leurs tentacules jusqu'au niveau de la présidence de la République. Plus tard, des informations vont certainement fuiter sur les implications des uns et des autres, mais ils ont réussi à asseoir leur homme au niveau de la présidence de la République. D'accord. La présidence de la République. Alors, donc, la présidence de la République sous Alpha Condé. Exactement, sous Alpha Condé. Donc, de telle sorte que tout ce qui est opération coup de poing contre certains barons qui ont des biens ici, ces opérations étaient stoppées net parce que leur homme était auprès du chef de l'État. Je ne parle pas directement de l'implication de l'ancien président Alpha Condé, mais j'affirme tout de même qu'au sein de la présidence, ils avaient donc pu asseoir leur hégémonie là-bas parce que leur homme était là et ils contribuaient à bloquer toutes les opérations qui étaient faites notamment par les services spéciaux à leur encontre. À leur encontre. Donc ils ont pu trouver, vous vous rappelez, un moyen de retirer un homme qui est bien connu en République de Guinée, qui avait réussi à avoir une licence de pêche. Je vous rappelle quand même que les licences de pêche sont détenues par le président Alpha Condé. C'est lui qui les donne, bien entendu, après un travail technique fait par son ministre conseiller à la pêche, mais aussi par le ministère des Pêches. Mais il avait réussi à obtenir une licence de pêche. Des soupçons ont plané donc sur lui, des soupçons donc le liant donc à ce trafic de cocaïne. Donc sa licence de pêche lui a été retirée. C'est pour vous dire jusqu'où un peu cette nébuleuse avait pu donc
installer ses pions et tout cela. Et donc ça continue au niveau de certains domaines publics maritimes sur lesquels ces personnes-là ont des titres fonciers. C'est quand même extraordinaire dans un pays comme la Guinée où des individus réussissent grâce à la masse, aux sommes qu'ils ont eues dans le trafic de cocaïne, dans la corruption. Ils réussissent à avoir des titres fonciers sur des domaines publics maritimes, confisquant ainsi tout ce que nous devons avoir comme brise marine, l'oxygène que nous devons tous avoir, l'aménagement des plages dont on doit tous bénéficier. Ils prennent tout cela pour eux au nom de l'argent qu'ils ont mal acquis. Donc il y a ce travail qui a été enclenché. Je pense. Après la pause, voilà, je reviens pour la suite. Si tu permets, Moussa Moïse, nous reviendrons. Vous voyez, les enquêtes, l'enquêteur Colombo se remet au service, justement. On ira jusqu'au bout de ce dossier d'enquête et ce sera pour commencer dans la deuxième partie de cette émission. Et puis restez avec nous, continuez de réagir. Vos réactions seront prises en compte dès l'ouverture de la deuxième partie. Vous entendrez justement dans cette partie-là un des principaux conseils d'Abdoulaye Wade, alors même qu'il était opposant, puis quand il est devenu président de la République du Sénégal. Il va nous parler d'un projet de charte de transition qu'il a rédigé et justement de sa lecture des transitions en Afrique. Cheikh Diallo sera avec nous dans la deuxième partie. Continuez à réagir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.